Bien, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue au siège du SIAGE. Bonsoir à celles et ceux qui nous suivent et nous suivront en replay sur les réseaux sociaux. Je suis Romain Colas, le président du SIAGE. Et en prélude à la journée mondiale de l'eau qui se déroule demain, nous avons souhaité inviter, et elle a accepté notre invitation et je l'en remercie, Charlène Descolonges, qui est une ingénieure hydrologue. Elle aura l'occasion de se présenter pour nous faire partager son expertise et son engagement. Parce que l'expertise ne vaut, et c'est ce qu'on essaye de porter avec les équipes. Je veux saluer l'expertise ne vaut que lorsqu'elle est placée au service de l'action. Et nous allons ce soir évoquer des sujets qui finalement relèvent de ce qu'est notre cœur de métier des équipes du SIAGE, qui est donc un des acteurs majeurs à l'échelle du bassin versant Yersen, de ce grand cycle de l'eau. On va découvrir que l'eau a plusieurs couleurs d'ailleurs ce soir. De ce grand cycle de l'eau que nous allons évoquer, puisque le SIAGE, historiquement, gérait l'assainissement et les eaux pluviales sur le territoire de 18 communes de la basse vallée de l'Yerres et du dans le territoire proche. Et puis il a étendu depuis 2020 ses compétences à l'ensemble du bassin versant de l'Yerres, qui couvre le périmètre de 120 communes, pour exercer une compétence qui a été créée par la loi NOTRe en 2015, qui est la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, parce que précisément pour répondre à une partie des enjeux que nous allons évoquer ce soir, y répondre encore très partiellement, le législateur a considéré qu'il fallait, à l'échelon pertinent, c'est-à-dire à l'échelle des bassins versants, créer des établissements. C'est pour ça que le SIAGE a étendu ses compétences, créer des établissements précisément pour s'intéresser au grand cycle de l'eau, pour assurer la gestion, la prévention du risque inondation, mais se soucier de la ressource en eau, de sa qualité et des milieux qui sont liés à l'eau, notamment des zones humides dont on va nous expliquer dans quelques instants à quel point elles sont essentielles, notamment dans le cadre de notre résilience collective face au changement climatique. Donc, Charlène va s'adresser à nous et puis on aura ensuite un temps d'échange. En tout cas, je la remercie très sincèrement, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation et je lui cède la parole. Vous pouvez l'applaudir. Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui à la veille de cette journée mondiale de l'eau. Donc, je me présente, je suis Charlène Descolonges, je suis ingénieure hydrologue, ex-agent territorial. Donc, j'ai pu expérimenter mes 5 premières années post-études dans la territoriale où j'étais en charge d'un SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Arve, en Haute-Savoie, un château d'eau du Rhône, un château d'eau de l'Europe et pourtant qui était déjà en proie à des sécheresses et des conflits d'usage autour de l'eau. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau et puis je dirais depuis 2016, date à laquelle je suis rentrée dans la fonction publique, on a eu une série de sécheresses très importantes qui ont concerné toute la France et depuis on n'arrive pas forcément à retrouver, sauf 2021, une année, un été sans grande sécheresse en France. Aujourd'hui, c'est devenu un peu mon sujet de prédilection, mais plus largement, vous verrez que tous les enjeux de l'eau sont systémiques et interconnectés. Donc, je suis partie, j'ai quitté la fonction publique et je me suis intéressée à un sujet qui nous concerne tous, à savoir l'eau et l'agriculture, l'eau et l'alimentation, notre relation complexe entre l'eau et le végétal. Et j'ai cofondé donc l'association pour une hydrologie régénérative qui vise à restaurer massivement les cycles de l'eau par l'aménagement ou le désaménagement du territoire. Donc on va pouvoir explorer un peu toutes ces notions. Ce soir, on va faire une sorte de voyage spatial et voyage temporel dans le monde, en France et chez vous, ici, sur le bassin de l'Yerres, dont vous êtes tous et toutes des gardiens. Et donc, on va explorer toutes les dégradations qu'on a fait subir en fait, à ce grand cycle de l'eau,
Et j'ai conscience que le siège n'était pas forcément prédestiné à justement prendre cette compétence GMP et le grand cycle de l'eau, mais il était important pour moi de rappeler à quel point le petit cycle dépend d'un grand cycle. Et si le grand cycle est malheureusement altéré, eh bien, il est de la responsabilité aussi des acteurs de ce petit cycle de l'eau de le réparer. Donc, on va parler de tout ça, on va repartir de la base. Et je vais aussi peut-être, j'espère, vous apprendre quelque chose sur tout ce qu'on ne sait pas sur l'eau, parce qu'on en apprend encore tous les jours et l'eau est bien mystérieuse. Et on va voir qu'elle elle regorge d'informations dont on ne sait pas, ou on commence à peine à savoir des choses. Donc, c'est parti. Je vais commencer par, classiquement, une question que je pose à des enfants, mais aussi des parents et des grands-parents. À votre avis, quel est le pourcentage d'eau douce disponible sur la planète? Ça, c'est le premier chiffre qu'on devra tous retenir en sortie de cette conférence. Même ceux qui nous regardent en direct, vous pouvez peut-être, je crois, par le chat, participer à cette devinette. Donc, c'est la petite boule que vous voyez sur 5%. Qui dit moins? 3%. Et qui dit moins? On est à moins de 1% d'eau douce. C'est-à-dire que dans les 3% d'eau douce présente sur Terre, en fait, les 3/4 sont emprisonnés dans les glaciers. L'autre quart restant est dans des nappes très profondes, c'est-à-dire supérieures à 1 km de profondeur. Et il reste ce minuscule 1% qu'on partage avec l'ensemble du vivant. Et dans ce minuscule 1%, eh bien, l'essentiel, 95%, sont dans des nappes plus superficielles. Et donc voilà, quand on part de ce chiffre de moins de 1%, on se dit, mais waouh, en fait, l'eau est méga précieuse. Et ça, c'est juste la phase immergée de l'iceberg, puisqu'il ne s'agit que des stocks. Et quand on parle de flux, là, c'est encore une autre dimension, puisque l'eau circule. Et là, je rappelle vos souvenirs d'enfance dans ce grand cycle de l'eau qui boucle des océans au continent. L'eau s'évapore, précipite, et arrive sur les continents pour soit s'infiltrer, soit ruisseler, et draine aussi donc nos territoires dans ces cours d'eau, ces bassins versants. Tout ça, je vais vous définir un petit peu après tous ces concepts d'hydrologie, mais voilà, ce cycle de l'eau que je viens de décrire, le grand cycle parfait finalement, est une illusion, si je puis dire. Aujourd'hui, il n'existe quasi qu'une partie sur cette planète Terre où l'homme n'a pas mis sa main, n'a pas altéré ou influencé ce grand cycle de l'eau. Ça, c'est les résultats d'une étude scientifique internationale, une étude de Abbott et al., qui montre que sur 500 schémas et représentations du cycle de l'eau, on ne représente jamais, mais quasiment jamais, nos interactions avec ce grand cycle. À tel point que, eh bien, en ayant une perception erronée de ce grand cycle de l'eau, on ne peut apporter de solutions adéquates. Alors, on ne représente pas non plus le rôle essentiel, prépondérant, des arbres et des forêts qui recyclent à l'échelle des continents cette eau qui fabrique des pluies. En fait, dans ce même papier, il montre que le 2/3 des précipitations continentales provient de l'eau verte. Première couleur de l'eau. L'eau qui est contenue dans les sols est prise par la végétation qui l'évapore. Une fois qu'elle arrive dans l'atmosphère, elle va être transportée dans les courants atmosphériques et reprécipitée plus loin, à l'intérieur des continents, si bien qu'on parle maintenant, on ne parle même plus de bassins versants, mais de bassins atmosphériques, là où l'eau s'évapore, puis là où l'eau précipite ailleurs. Et vraiment, dans certains continents, on se rend compte que les pluies sont générées vraiment par les forêts, essentiellement des forêts denses et diversifiées, les forêts primaires de l'Amazonie, du Congo, mais aussi les forêts du nord de la Mongolie. En fait, l'eau provient de l'eau verte. L'eau bleue, provient de l'eau verte. Et ça, alors en France, très peu d'études sont menées sur cette eau verte, on pourra revenir tout à l'heure, mais il y a quand même un taux de recyclage des eaux vertes pour fabriquer de l'eau bleue qui peut parfois aller jusqu'à 60%, notamment l'été, en juillet. Donc, on a grâce à ces arbres de l'eau sur nos territoires. Donc, l'eau comme ça, voilà, recycle. Et le vrai schéma du cycle de l'eau est imbuvable. C'est celui-ci, c'est celui qui a été publié par les chercheurs. Et donc, on voit ici, dans ces flèches jaunes, ce grand cycle de l'eau.
voilà, naturel. On voit deux choses dans ce grand cycle naturel, si je puis dire. Déjà, que les 2/3 des précipitations continentales proviennent, comme je viens de vous le dire, de l'eau verte, et que le tiers restant provient de ce flux océanique qui arrive, des flux des océans, qui tombent ensuite sur les territoires, notamment en France. On est très arrosé par l'océan Atlantique. Donc ça, c'est le cycle naturel, mais quand on regarde en fait de plus près, on voit des flèches vertes, des flèches bleues et des flèches grises. Ça, ce sont les empreintes eau de l'humanité. Donc l'eau verte, c'est toute l'eau qu'on s'approprie pour fabriquer notre alimentation, l'agriculture. C'est aussi toute l'eau qui est impactée par nos activités qui changent la couverture du sol, qui va déforester, etc. etc. Tout ça, c'est de l'eau verte en moins. Et donc, quand on fait la somme de l'eau verte, de l'eau bleue et de l'eau grise, on arrive à ce qu'on appelle l'empreinte eau de l'humanité. Donc l'empreinte eau verte, je viens de la définir. L'empreinte eau bleue, c'est toute l'eau qu'on va pomper, qu'on va rejeter, qu'on va utiliser, consommer, etc. Et l'eau grise, c'est toute l'eau qui est rejetée dans l'environnement sans dépollution. Donc quand on fait la somme de cette empreinte eau, à l'échelle annuelle et pour l'humanité, on est à 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. 24 000 milliards de mètres cubes d'eau, je mets au défi quelqu'un dans la salle de pouvoir se représenter un tel chiffre. On n'est pas forcément calibré pour cela. Alors pour vous donner une idée, c'est comme si, c'est ce que disent les auteurs de cette étude, on détournait la moitié des débits des fleuves, des continents aux océans. On détourne la moitié de ces débits annuels et on dit ça, c'est pour notre espèce humaine, pour l'humanité. On va s'approprier cette eau pour fabriquer notre agriculture, notre nourriture, notre électricité, nos vêtements, nos objets connectés, nos batteries au lithium, etc. Tout ça nécessite de l'eau et qu'on va utiliser, consommer ou polluer. Quand on pollue l'eau, on la rend indisponible. Donc voilà, c'est ça. Derrière cette empreinte eau, je commence déjà un petit peu à définir certains concepts qui sont, comme vous le voyez, très généraux, très globaux. On va rentrer maintenant un petit peu dans le détail, rentrer en France, rentrer sur votre territoire, mais avant cela, on va définir aussi quelques notions de base en hydrologie. Donc, science qui étudie les écoulements de surface, l'écoulement de l'eau en surface, donc dans les petits rues, les ruisseaux, les cours d'eau, les fleuves, jusqu'à l'exutoire. Et donc notre unité de base, moi je me définis souvent comme une médecin de l'eau et mon patient c'est un bassin versant. C'est le corps qui enveloppe vraiment le réseau hydrographique qui est drainé par tout un tas d'hydrosystèmes. Et donc on a les cours d'eau, du plus petit au plus grand, qui sont classifiés, et ce bassin versant donc, qui alimente ces cours d'eau. Donc ça, c'est la phase visible. Les bassins versants sont des cuvettes délimitées par les reliefs, mais on a aussi les bassins hydrogéologiques, qui parfois ne sont pas forcément les mêmes. Et là, c'est tout ce qui se passe en sous-sol. Je vais vous revenir un petit peu après sur ces concepts, mais là, je vais parler un petit peu de ce qui se passe en surface et le bassin versant chez vous. C'est celui de la Seine, le grand bassin versant, le grand bassin hydrographique, qui s'étend des sources de la Seine près de Dijon, là où j'ai grandi, et qui termine sa course, évidemment, au Havre, enfin un peu en dessous du Havre, évidemment, et donc dans ce grand delta où on boucle avec la mer. Donc on a ici, sur ce grand bassin, 55 000 kilomètres de cours d'eau, quasiment 100 000 km². C'est un très grand bassin, très habité. On a 18 millions d'habitants sur ce bassin. Et par rapport aux agences de l'eau, on en reparlera après, c'est la première agence de l'eau de la France en termes de moyens, puisque c'est là où on a le plus d'habitants, le plus d'enjeux aussi industriels. Sur votre bassin à vous, parce que vous êtes donc un affluent de la Seine en amont, en rive droite, l'Yerres, qui est sur une surface là de 1000 km², c'est à peine 1% du bassin versant de la Seine, toute la Seine. Et on a ici donc 3 principaux affluents qui sont des rues. C'est marrant parce que la plupart du temps où je vais, les affluents sont des cours d'eau. Enfin voilà, donc là c'est plutôt des rues, donc des tout petits cours d'eau qui ont néanmoins leur importance.
Et donc ce territoire draine 680 000 habitants, c'est de plus en plus. On constate une évolution démographique de plus en plus importante, surtout sur l'aval de votre bassin. Donc c'est un territoire qui est très hétérogène. On a un caractère très rural en amont et un caractère très urbain en aval. Donc on se retrouve à avoir des extrêmes en fait, à gérer entre des sécheresses, des inondations. Sécheresses qui s'expliquent en partie en lien avec la nature de votre sol. Le sol qui se trouve sur ce bassin est un sol karstique. Alors, qu'est-ce qu'un karst ? Un karst, c'est un aquifère un peu spécial. Moi, j'appelle ça un emmental. En fait, c'est un massif calcaire qui est troué, drainé par la dissolution du calcaire par la pluie et qui crée des drains comme ça en souterrain. Et dans ce massif calcaire, on a énormément d'infiltration. Ce qui explique pourquoi l'Yerre, par endroits, s'infiltre, voire perd, et donne en fait de l'eau dans les nappes plus profondes, surtout l'été. Donc on a donc plusieurs types d'aquifères. Hein. Là, je viens d'en décrire un. Mais en tout cas, chez vous, c'est celui-là. C'est l'aquifère de Champigny, les calcaires de Brie aussi, qui sont très importants pour soutenir l'étiage des rues de l'Yerre. Et donc, on a une nappe qui est très, très puissante, hein, puisqu'elle alimente 75% de l'eau potable. C'est une nappe que je dirais assez stratégique hein, pour vous, pour les générations actuelles, mais les générations futures aussi devront en bénéficier. Le problème, eh bien, peut-être un problème de quantité, que avec les pluies abondantes, on espère pouvoir recharger cette nappe-là cette année, mais on a de plus en plus de problèmes, malheureusement, de qualité, en raison des émissions en fait, de polluants, de micropolluants, notamment les pesticides, qui altèrent la qualité de cette nappe. Donc là, je viens de faire un petit tour d'horizon des principales ressources en eau douce que vous avez sur le territoire, et je ne parle pas des zones humides qui sont extrêmement importantes et merveilleuses à plein d'égards. Les zones humides, elles ont 5 grands rôles clés. Elles régulent les crues, elles tamponnent les crues, hein, tous les flux qui arrivent massivement permettent de retenir cette eau. Elles la retiennent aussi pendant la sécheresse. Elles permettent de prolonger en fait, et de soutenir l'étiage de certains cours d'eau ou certains rues. Elles épurent naturellement l'eau. On estime que si on devait payer les zones humides juste pour leur rôle épuratoire, on pourrait les payer 2 000 € à l'hectare. Donc, les zones humides pourraient être riches plus tard si on leur octroyait un droit, un sujet de droit. Elles pourraient demander 2 000 € par hectare. Elles deviendraient peut-être même plus riches que certains millionnaires. Et en fait, les zones humides, au-delà de ce rôle épuratoire, eh bien, évidemment, abritent une riche biodiversité et stockent du carbone. Malheureusement, les zones humides sont en voie de disparition. En France, on en a détruit plus de 50% en l'espace de 60 ans. Et on a surtout attaqué là où c'était le plus facile, c'est-à-dire au bord des cours d'eau. Les bords des cours d'eau sont les plus plats, les plus facilement aménageables, donc on va grignoter progressivement sur ce qu'on appelle les annexes fluviales qui permettent à l'eau de ralentir, de s'infiltrer, d'alimenter les nappes alluviales. Bon, ça c'était une petite parenthèse pour vous parler des zones humides, mais je vais passer maintenant par la case usage de l'eau. On va parler d'usage visible et invisible. Donc, je vais parler beaucoup d'usage visible puisque c'est ce qui concerne le secteur et puis les acteurs du petit cycle de l'eau, mais on va quand même parler d'empreinte eau. Alors j'aime beaucoup cette phrase d'Éric Orsena qui nous dit que un fleuve ou un cours d'eau, peu importe, est un miroir de notre société. Dis-moi comment tu produis l'eau, si tu la respectes, à quel prix et qui en profite. Et je te dirai très clairement à quel type de société tu appartiens. Ça fait méditer. À savoir comment est-ce qu'on utilise l'eau, quel est notre rapport à l'eau, quel est notre usage, notre dépendance principale à cette eau, à ce fleuve. Eh bien,
je vais passer par le prisme français et ensuite on va descendre un petit peu plus sur votre territoire. En France, non, pardon, d'abord dans le monde. Dans le monde, on a besoin d'eau pour l'agriculture. 70% des prélèvements sont pour le secteur agricole et on voit depuis les années 50, paf, un énorme besoin hyper croissant de l'eau pour produire notre alimentation en raison de l'essor des énergies fossiles qui a permis à l'agro-industrie de profiter et d'irriguer beaucoup à partir de l'eau douce. Donc en France, maintenant je reviens. En France, on a un usage qui est essentiellement énergétique. C'est un cas particulier du monde où 50% de nos prélèvements sont destinés à refroidir les centrales nucléaires. Pas n'importe lesquelles, surtout celles qui sont en circuit ouvert. Les circuits ouverts sont concentrés sur le Rhône, le couloir rhodanien, où se trouvent 3 principales centrales qui fonctionnent en circuit ouvert depuis bientôt 50 ans. Et ces centrales, elles prélèvent beaucoup d'eau, mais elles en rejettent 95%. Elle est plus chaude, ça pose d'autres problèmes, mais l'eau est principalement rejetée après son prélèvement. On a ensuite les circuits fermés qu'on retrouve sur la Loire, qu'on retrouve aussi sur la Seine, à Nogent-sur-Seine, et on en retrouve sur d'autres secteurs hydrographiques, la Garonne notamment. Mais là, les circuits fermés prélèvent de l'eau, en consomment 40% par les tours aéro-réfrigérantes, par évaporation, et donc ne retournent pas directement dans les milieux aquatiques. Ensuite, le deuxième usage, c'est l'eau potable, évidemment. Donc là, on prélève de l'eau pour plein d'usages qui sont connectés au réseau d'eau public. Et on a aussi des prélèvements importants pour les canaux de dérivation, pour le transport fluvial, mais l'irrigation aussi. L'agriculture et l'industrie finissent en dernière position derrière ces usages. Mais là, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. En fait, ce sont des chiffres moyens, des chiffres à l'échelle de la France qui confondent le bassin de la Seine avec le bassin de la Garonne, le bassin du Rhône. On n'a pas du tout les mêmes climats, pas du tout les mêmes enjeux. Et on ne parle pas de consommation. Donc là, c'est très important pour moi de faire cette distinction entre prélèvement et consommation. Quand on parle de partage de l'eau, il faut pouvoir distinguer les deux. La consommation, c'est l'eau qui ne retourne pas directement dans les milieux aquatiques. Et on observe donc... avant de parler de consommation, je fais quand même un petit détour par chez vous. L'essentiel de l'eau potable, l'essentiel des usages, sont destinés à l'eau potable, 80% quasiment, puisque c'est un petit bassin avec aussi peu d'enjeux. Il n'y a pas de centrale nucléaire, il y a très peu d'usages énergétiques d'une manière générale, donc on est quand même sur un bassin où il y a essentiellement un enjeu sur l'eau potable, l'assainissement, le petit cycle de l'eau. Mais quand on regarde, donc quand je parlais des consommations, on parle là vraiment de l'eau qui ne retourne pas dans les milieux aquatiques. Et quand on fait ce bilan à l'échelle française, on est sur du 60% en moyenne, 58% pour l'agriculture. Donc là, c'est surtout l'eau qui est utilisée pour l'irrigation agricole. Et l'irrigation se concentre dans les bassins qui sont en tension quantitative. Vous le voyez sur cette carte, toute la façade ouest de la France consomme jusqu'à 80, voire 95% de la ressource en eau disponible l'été. D'où toutes les tensions autour du partage de l'eau, autour des méga-bassines, etc., puisque on a déjà de fortes tensions en fait, sur ces bassins qui dépendent beaucoup de l'irrigation agricole. Et donc cette tendance à l'augmentation de l'irrigation agricole va de pair avec un changement du climat, des sécheresses qui arrivent de plus en plus rapidement, qui sont plus précoces, qui sont plus longues, eh bien, nécessitent de s'équiper en irrigation, en équipement d'irrigation. Donc on constate une augmentation des équipements, notamment dans le nord de la France. Et tout ça vient aussi se corréler avec le changement de pratique. Dès lors qu'on voit les surfaces de prairies disparaître, eh bien, quasiment automatiquement on a les équipements en irrigation pour irriguer donc les monocultures qui servent essentiellement pour l'alimentation
animale. Donc, on est en termes de consommation aussi, l'eau potable, puisqu'on a encore beaucoup de fuites, 1 milliard de mètres cubes d'eau qui fuient dans les réseaux d'eau potable. Alors, j'entends beaucoup parler des fois des élus qui m'interpellaient en me disant « Mais l'eau qui fuit des réseaux, elle finit dans le sol, elle finit par retourner dans la rivière ». Eh ben non. Et c'est de moins en moins vrai avec l'été, puisque les sols s'évaporent, avec les sécheresses éclair. Et donc, c'est vraiment de l'eau qui est perdue, qui ne retourne pas dans les rivières, qui ne profite pas donc au milieu aquatique. Donc, on a vraiment intérêt à mettre les bouchées doubles sur la réduction de ces fuites. Et je ne parlerai plus tard des autres désagréments occasionnés par les réseaux, mais cette fois sur l'assainissement. Ce n'est pas l'objet là de cette présentation, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et maintenant, me vient ces usages invisibles. Donc là, je vous ai parlé des usages visibles. Les usages visibles, c'est l'eau domestique qu'on consomme, qu'on utilise tous à la maison. J'ai dit consommer, mais c'est utiliser, il faut vraiment être clair. 146 litres par jour par habitant en moyenne. Donc ça, c'est de l'eau visible. C'est de l'eau qui retourne, le petit cycle de l'eau, ça retourne dans le milieu. Mais l'eau invisible, eh bien, c'est l'empreinte eau. Donc c'est cette empreinte dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. À votre avis, quelle est l'empreinte eau moyenne d'un Français chaque jour? 120 litres. Qui dit plus? on va faire jouer les autres. Donc toute l'eau que l'on porte sur nos vêtements, l'eau qu'on mange à travers notre agriculture, l'eau qu'on utilise pour les smartphones, on a même besoin pour ça. À votre avis? Donc ça c'est. J'ai posé la question à des enfants tout à l'heure, ils étaient pas loin de la réponse. Alors franchement, je vais pas dire, mais. Ouais. 1002, c'est ce qu'ils m'ont répondu. C'est déjà un peu plus que 100, mais c'est pas ça. C'est 5 fois plus. C'est 4900 litres d'eau par jour. Donc c'est l'équivalent de 25 baignoires, en fait, qu'on pourrait remplir virtuellement d'eau verte, d'eau bleue et d'eau grise. Et l'essentiel de notre empreinte eau est lié à notre alimentation, à notre agriculture. Et 80%, quand on regarde, plus de 80%, c'est donc de l'eau qu'on mange, et c'est de l'eau verte. L'eau verte, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'eau qui est prise par l'évaporation et des plantes. Et c'est surtout des plantes qui sont destinées à l'alimentation animale. D'où les 37% de l'empreinte eau qui sont directement liés à la consommation de viande. Et on se rend compte que plus un pays est développé, plus il mange de la viande et des protéines animales, plus il a une empreinte eau élevée. Ça, c'est ce qu'on vérifie à peu près partout. Mais là, dans ce chiffre, on n'a pas intégré l'empreinte eau énergétique. Donc là, il n'y a que l'empreinte eau alimentaire, nos objets, nos vêtements du quotidien, mais pas l'énergie. Certains disent qu'on serait peut-être autour de 8000 litres par jour, au final, par Français. En fait, les études sur l'empreinte eau sont très lacunaires. On a très peu de suivi dans le temps. Et pourtant, quand on parle d'empreinte eau, vous le verrez tout à l'heure, c'est fondamental parce qu'on se rend compte à quel point on a mondialisé en fait ces échanges de l'eau. On regarde là sur ce camembert, on importe, n'empêche 40% d'eau virtuelle externe de travers le chocolat, les cacaos, les bananes, etc. Tout ça, ça a nécessité de l'empreinte eau. Et je suis en train de casser le matériel. Alors, quand on parle de l'empreinte eau, on parle de cette eau qui voyage, mais il est maintenant important de comprendre à quel point ce voyage de l'eau peut altérer, modifier ce grand cycle de l'eau, notamment au regard de l'eau verte et de l'eau bleue. Donc, ce que j'ai tendance à dire, notamment dans les médias, qui s'affolent avec le changement climatique, et c'est à très juste titre, qu'on a perturbé ce cycle de l'eau avant même d'avoir perturbé le climat. Finalement, le climat, c'est ce que disait ce matin ma collègue Emma Aziza à France Inter, le climat est un exacerbe, est un révélateur en fait de tous les désordres qu'on a occasionnés sur ce grand cycle, et ce, bien avant d'avoir émis de grandes quantités de gaz à effet de serre. Je vais rentrer un peu plus dans le détail pour vous expliquer en quoi ce grand cycle a été altéré. Et là, j'attire votre attention, mais
si vous sentez que vous perdez le fil, c'est normal parce que c'est ce que j'appelle le tunnel noir de ma présentation. On va enchaîner les mauvaises nouvelles avant d'arriver aux bonnes. Mais accrochez-vous, mettez la ceinture, c'est parti. On va partir sur un grand cycle, un grand tour de toutes ces dégradations au travers de ce qu'on appelle les limites planétaires. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, avec cette lecture du monde qui dit, voilà, on a une planète avec des ressources finies, avec un système, un métabolisme fini, et on a franchi certaines limites planétaires. On en a 9 au total. Et on a franchi les limites planétaires de l'eau verte et de l'eau bleue. Donc l'eau verte, c'est ce que je vous expliquais, c'est le fait d'avoir changé la couverture des sols, d'avoir déforesté massivement, d'avoir détruit des zones humides, le fait de s'être approprié l'humidité du sol par l'agriculture, notamment l'agriculture intensive, eh bien tout ça perturbe l'humidité du sol et donc l'eau verte. C'est comme ça que les scientifiques mesurent cette limite planétaire qui a été franchie. On est sorti de nos zones de variabilité naturelle, des limites de l'humidité du sol, et ce sur toute la planète, une bonne partie de la planète, et notamment en France. L'eau bleue, c'est toute l'eau qu'on va prélever, qu'on va utiliser, qu'on va consommer, et les familles d'impact de l'eau bleue sont la surconsommation, les surprélèvements par rapport à la capacité des hydrosystèmes à se renouveler, mais aussi les stockages artificiels vont perturber les régimes d'écoulement des eaux, l'aménagement des cours d'eau, tout ce qui va contribuer à canaliser les rivières, à les enterrer, à les mettre dans des grands ouvrages, eh bien tout ça va accélérer, perturber en tout cas les flux d'eau en surface. Évidemment, on a toute la pollution, les pollutions directes à travers les rejets des industries, des stations d'épuration, mais aussi les pollutions diffuses qu'on retrouve maintenant partout, sur tous les cours d'eau de l'Europe, du monde entier, où on retrouve ces micropolluants, ces microplastiques qui vont poser de sérieux problèmes de santé à l'avenir. Et donc, tout ça, je n'ai pas encore parlé du changement climatique. Donc ça, c'est vraiment le cycle de l'eau dégradée, tel qu'on devrait l'apprendre à l'école, mais c'est sûr que dit comme ça fout un peu l'angoisse, et on n'aurait pas envie de créer des générations d'éco-anxieux, bien que ce soit déjà un peu le cas. Alors, on va rentrer quand même dans le détail de ces grands impacts, de ces grandes familles qu'on a altérées. Donc, je vous ai dit, l'eau verte et l'eau bleue ont été franchies, ces limites planétaires. Donc ça, c'est une récente étude qui a été publiée l'année dernière et qui montre que sur la plupart des surfaces du monde, ces surfaces qui sont colorées, eh bien, on a franchi cette limite planétaire, comme je vous le disais, bien avant le changement climatique. Dès les années 50, la plupart des pays ont vu l'humidité du sol changer, les débits des cours d'eau changer par rapport à leur régime naturel. Donc ça nous interroge. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a largement artificialisé les sols. En France, on artificialise l'équivalent de 400 000 terrains de foot depuis 2009. Donc ça fait déjà un moment, et la plupart des territoires qui sont très artificialisés, donc qui ont consommé des espaces agricoles, naturels, forestiers, eh bien, voient de plus en plus de problèmes d'inondations, de petites crues, notamment pendant les orages, et aussi de sécheresse, puisque l'eau qui ne s'infiltre pas ne peut recharger les sols, ne peut recharger les rivières, ni les nappes. J'attire votre attention justement sur ce schéma à gauche qui a été fait par la métropole de Lyon et qui estime que sur 100% de la pluie en zone naturelle, eh bien on a la moitié qui pourrait s'infiltrer dans un sol. Dans cette moitié, la moitié encore, donc un quart finalement des pluies, viendrait recharger les nappes, tandis qu'en zone urbaine, urbanisée, très fortement urbanisée, eh bien seulement 5% de cette pluie viendrait recharger les nappes. On perd quand même une grande partie de cette eau qui va dévaler en fait ces revêtements imperméables et ensuite se concentrer dans les eaux, dans les rivières, et n'iront jamais alimenter ces nappes. Si bien que dans certaines villes, notamment autour de Rennes, eh bien, on a plus d'eau qui arrive dans la nappe et ça pose de sérieux problèmes en termes d'alimentation en eau potable. Alors, on a ça, et on a, ce que je disais tout à l'heure, on s'est vraiment amputé, si je puis dire, de nos meilleurs alliés
en termes d'adaptation au changement climatique, puisqu'on a détruit la moitié des surfaces en zone humide en France, et comme je disais, 65% notamment en plaine alluviale. Donc forcément, en fait, quand on artificialise les sols, quand on décape une zone humide, eh bien, on accélère ce flux d'eau en surface. L'eau n'a plus le temps de s'arrêter, de s'infiltrer et de recharger aussi les nappes en profondeur. L'autre limite planétaire qui est complètement liée en fait au cycle de l'eau aussi est celle de la biodiversité. On assiste à un effondrement de la biodiversité. Peut-être qu'un jour vous accueillerez un spécialiste de la biodiversité qui vous dira qu'on n'a jamais connu une telle extinction massive provoquée par une seule espèce. Ça, c'est assez nouveau. Et en fait, depuis, donc on parle vraiment de 6e extinction. Et dans les rapports de biodiversité, on se rend compte que le type de biodiversité qui connaît le plus fort effondrement, eh bien, c'est la biodiversité aquatique. Ça, c'est assez fou. On pourrait penser que c'est la biodiversité marine, mais ben non, c'est la biodiversité aquatique qui est en fort effondrement en raison de la construction de ces seuils, de ces barrages, mais aussi de la pollution, la diminution des débits dans les cours d'eau. Tout ça, en fait, contribue à appauvrir les populations. Et juste avant, j'étais au Muséum d'histoire naturelle qui confirmait vraiment ces résultats. La plupart de certaines espèces rares ou protégées sont en disparition dans toute l'Europe. Et les poissons migrateurs peinent à remonter les rivières en raison de ces nombreux barrages. Et donc, avec eux, il n'y a pas que les poissons, mais les macro-invertébrés, les bivalves, tout un écosystème, toute une chaîne trophique qui est complètement altérée par nos aménagements. Donc ça, c'est vraiment un impact direct qui existait déjà avant, encore une fois, le changement climatique. Le cycle de l'eau est aussi complètement lié au cycle biogéochimique, notamment les nutriments, l'azote, le phosphore, qui sont eux aussi en crise. On a franchi ces limites planétaires en raison des pollutions massives émises par les activités agricoles, en raison aussi d'un manque de traitement des stations d'épuration. Donc en France, pour rappel, on a été mis en demeure par la Commission européenne pour accélérer cette mise aux normes des stations d'épuration. Alors, il ne me semble pas que chez vous, vous soyez concernés, mais en tout cas, c'est la station d'épuration de Seine-Aval qui doit se mettre aux normes au plus vite, qui concerne quand même un bon paquet d'habitants et qui fait face aussi aux enjeux du changement climatique. Pourquoi j'ai mis ces images ? Parce qu'on se rend compte, avec les sécheresses estivales, on a de plus en plus de mal d'avoir des rejets de stations d'épuration conformes. La rivière étant moins pourvue en eau, elle a tendance à perdre sa capacité d'auto-épuration. Déjà, ne serait-ce que par le facteur dilution, il y a moins d'eau, donc les polluants se concentrent, mais aussi parce qu'on a de moins en moins d'oxygène. Ça, c'est directement lié aux vagues de chaleur. Plus il fait chaud, moins il y a d'oxygène, et donc les algues peuvent s'installer et se développer très fortement. Donc on va avoir de plus en plus de problèmes aussi sanitaires à interdire la baignade dans certains cours d'eau, puisqu'on a des rejets de stations d'épuration qui auront de plus en plus de mal à être conformes. Donc tout ça, c'est très complexe. On se rend compte à quel point c'est complexe, à quel point on a besoin de prévoir à l'avance, de prévenir plutôt que guérir. Et malheureusement, le temps nous manque, puisque le changement climatique est déjà là en France et se manifeste avec de plus en plus de force. Nous y voilà. Donc c'est le schéma qui vient du dernier rapport du GIEC qui explique vraiment ce lien entre le climat, l'élévation des températures et le cycle de l'eau. Donc il faut retenir que pour 1 degré de réchauffement en plus, on a plus 7% de vapeur d'eau qui va aller dans l'atmosphère. L'atmosphère étant un compartiment limité, l'eau va devoir aller quelque part. Donc en fait, à l'échelle planétaire, on a une répartition de cette eau qui va être différente, une répartition thermique aussi qui sera différente. Il faut savoir que la France et l'Europe se réchauffent beaucoup plus vite que le reste du monde. Et en France, on est influencé par le courant atlantique qui amène beaucoup de précipitations hivernales, on l'a vu cette année. Mais aussi, on va être impacté par les sécheresses, puisque la Méditerranée sera un hotspot du changement climatique. On a vraiment un processus
d'aridification, de désertification massive. Certaines régions vont voir, notamment les Pyrénées, leur pluie diminuer de 50%. Donc on va avoir un changement dans les températures déjà. Plus les températures seront élevées, plus on aura d'évapotranspiration des plantes, mais aussi l'évaporation des sols, l'évaporation des plans d'eau. Tout va partir dans l'atmosphère, vous l'aurez compris. Donc ce sera moins d'eau pour recharger les nappes, moins d'eau pour les rivières. Et on aura aussi donc des stress hydriques majeurs sur la plupart des territoires. Donc des sécheresses, mais aussi des inondations. C'est le pendant aussi de ce menu qui sera très réjouissant. Et on sait que pour chaque degré de réchauffement supplémentaire, on aura une intensification de ces événements climatiques pour une trajectoire à plus 4 degrés. À l'échelle du monde, c'est pas celle de la France. Nous, là, on est à plus 2 degrés à l'échelle française, plus 1,1 degré à l'échelle mondiale. Mais comme je vous disais, la France se réchauffe plus vite. Nous, on est presque à plus 2 degrés. Et à plus de degrés, on voit déjà apparaître une démultiplication des sécheresses, une démultiplication des événements, des épisodes de pluie intenses. Donc les pluies, en France, on ne sera pas tous logés à la même enseigne. En fait, on va avoir un sud de la France qui va s'aridifier, comme je vous le disais. À l'échelle de l'année, le sud de la France va avoir moins 40 à moins 50% de pluie en moins. Donc c'est très problématique pour certaines professions, notamment les agriculteurs. On le voit encore dans les Pyrénées-Orientales. Et dans le nord de la France, une légère augmentation, 5 à 10% en plus. Ça, c'est vraiment lié à des phénomènes climatiques de répartition des pluies à l'échelle du globe. On est vraiment pris en sandwich entre ces deux événements climatiques, deux évolutions climatiques, pardon. Et quand on regarde, ça c'est à l'échelle de l'année, mais quand on regarde à l'échelle des saisons, eh bien l'été sera de plus en plus sec, et ce, partout en France, même ici, même si on a un hiver pluvieux. Ça c'est important de le dire. C'est pas parce qu'on a rempli nos nappes qu'on sera prémuni de sécheresse l'été. 2020 l'a démontré aussi, avec des sécheresses éclairs qui sont accentuées par des vents très forts, très séchants. Eh bien on peut avoir des sécheresses qui peuvent s'installer au bout de 3 semaines. Donc, même si on a des hivers pluvieux, et c'est notamment le cas cette année, cette image-là de la France à plus 4 degrés doit vous rappeler quelque chose, on y est. C'est exactement ce qui est en train de se passer, où on a une France coupée en deux, avec des trop d'eau et des pas assez d'eau. Ces extrêmes deviendront un quotidien, et certains climatologues disent que 2022 sera la norme en 2050. Pour vous donner une idée, donc il va falloir... malheureusement s'adapter, et l'adaptation a été le parent pauvre de toutes les politiques climatiques, notamment en France, jusqu'alors. Voilà, vous êtes là, vous êtes toujours là, ça va aller. Donc, on est effectivement sur une trajectoire qui est très inquiétante. Malheureusement, elle ne dépend pas que de la France, mais aussi des autres pays. Et on se rend compte à quel point c'est complexe, ça va être très long, et le temps, malheureusement, nous manque. Donc, eh bien, il va falloir, comme je disais, s'adapter. On peut s'inscrire dans cette trajectoire d'adaptation, mais on peut aussi se dire, eh bien, on pourrait régénérer ces cycles de l'eau, régénérer ce qui a été dégradé pour améliorer la résilience des territoires. Et là, je mets derrière ce mot résilience énormément de poids, parce qu'il faut tabler sur toutes les résiliences possibles, qu'elles soient écologiques, économiques, énergétiques, alimentaires et évidemment hydrique. Le premier rapport qu'on a à changer, c'est pas forcément notre rapport au carbone, parce que le carbone, même si c'est important et on en entend beaucoup parler, eh bien moi j'appelle à ce qu'on change notre rapport à l'eau, plutôt que de le voir comme une ressource éternellement exploitable. Eh bien ce serait plutôt un commun, quelque chose qu'on pourrait partager, écouter et se mettre vraiment à son chevet pour lui laisser une plus grande liberté. Ça, c'est un nouveau paradigme qui bouleverse tous nos schémas de pensée jusqu'à présent, où on pensait que l'eau était constante, mais en fait, l'eau est une variable, et il va falloir faire conjuguer avec sa variabilité.
Une des perspectives majeures que je souhaiterais vous partager ce soir, c'est celle de l'hydrologie régénérative. Donc j'ai, comme je disais, cofondé cette association nationale avec d'autres experts, Samuel Bonvazin et Simon Ricard, qui sont tous deux dans la Drôme et qui ont contribué à déployer ces pratiques dans le sud de la France, mais aussi dans la Drôme et ailleurs. Ils forment en fait à cette nouvelle façon de concevoir des paysages de façon à ralentir chaque goutte de pluie pour non plus qu'elle ruisselle, mais qu'elle s'infiltre à la parcelle et qu'elle nourrisse un sol, qu'elle nourrisse une nappe, qu'elle nourrisse des écosystèmes plus diversifiés. Et donc on va travailler sur, on va dire, le cheminement de l'eau à travers ces baissières. Donc c'est ce que vous voyez là un peu schématiquement, mais ce sont des fossés qu'on va construire perpendiculairement à la pente. Et derrière chaque fossé, une haie multistrate, le plus possible, multi-étagée, pour qu'elle puisse fonctionner, en tout cas apporter tous ces rôles sur la biodiversité, sur le carbone, sur les sols, etc. Donc, densifier la végétation. Et on travaille sur un triptyque eau, sol et arbres. L'eau, donc le cheminement de l'eau dans ces baissières, les sols, avoir un sol vivant, bien structuré, c'est-à-dire riche en matière organique, avec une vie biologique du champignon jusqu'au ver de terre, eh bien, on favorise la microporosité, la macroporosité. Plus on a un sol qui est couvert, donc qui limite l'évaporation, plus on a un sol qui garde l'eau. Et en fait, tout le travail de l'agroécologie, de l'agriculture de conservation des sols, de l'agriculture biologique de conservation des sols, c'est encore mieux, eh bien, plus on a des sols vivants qui sont plus à même de retenir l'eau. Par exemple, dans l'Aube, on a la Chambre d'agriculture qui a mis en place des pratiques agroécologiques et qui a mesuré que pour 2 tonnes de vers de terre en plus dans un sol, on a 360 mm de pluie qui peuvent s'absorber. C'est dire à quel point le sol peut être incroyablement bienfaiteur pour réguler les inondations, notamment, et infiltrer l'eau dans le sol et le sous-sol, et profiter évidemment au végétal. Donc, parmi les végétaux les plus, on va dire les plus forts en termes de cycle de l'eau, j'en ai parlé en tout début, c'est bien l'arbre qui remplit plein de fonctions sur le cycle de l'eau, mais aussi la biodiversité, le stockage de carbone. Un arbre peut remettre la vie dans les sols grâce à son réseau mycorhizien. Je ne sais pas si vous connaissez Ernst Zürcher, qui est un agroforestier suisse incroyable, et qui dit que quand on prélève un arbre dans une forêt, en fait, on prélève toute la forêt avec elle, puisque dans ces champignons, elle engramme vraiment toutes les informations sur comment s'adapter sur les sécheresses, comment s'adapter sur un champignon ou un ravageur. Eh bien, les arbres vraiment ont ce rôle de mémoire de l'eau et peuvent aussi recycler l'eau de pluie, comme je vous le disais, à travers les continents. L'hydrologie régénérative, ça donne ça. C'est une ferme là à San Ricardo, au Mexique, photographiée par mon ami Simon, et qui présente donc ces fameuses keylines. C'est les lignes clés qui sont conçues sur les lignes de même niveau. Donc c'est vraiment une lecture topographique sur le relief. Même s'il y a un petit relief, on peut quand même faire ces keylines. Et donc la keyline qu'on voit, c'est la plus grosse, qui est au centre de l'image. Et parallèlement à cette keyline, on va faire des keylines secondaires. Et derrière chaque keyline, une haie, un arbre, qui va permettre d'infiltrer l'eau directement en fait en place de la baissière. Donc ça permet de répartir en fait l'eau sur l'ensemble du terrain, si bien qu'on n'aura plus de zones trop humides ou trop sèches, mais on va essayer de réhumidifier le sol sur l'ensemble de la parcelle. Alors, on a plusieurs tests qui ont été faits en France et plusieurs projets aussi. Et l'avantage de cette agriculture régénérative et le keyline et le design d'hydrologie régénérative, eh bien, c'est que il peut se faire sur toutes les formes d'agriculture, autant en élevage, autant en agriculture de céréales, autant en arboriculture, en viticulture. En fait, on peut l'appliquer partout. Et c'est ça qui est super intéressant. Là, c'est un exemple en Champagne. Mon ami Alain Mallard, qui est aussi très
pionnier dans ce domaine. Lui, il est plus dans le sud-ouest, mais là, il est venu en Champagne pour un projet d'hydrologie régénérative et de keyline avec une coopérative de viticulteurs qui sont habitués à planter les vignes dans le sens de la pente, tout homogénéisé, etc. Eh bien, en modifiant le design, eh bien, on arriverait peut-être à ça. C'est-à-dire quelque chose de complètement différent où en fait la vigne serait plantée évidemment en contrepente avec des noues, avec des rangées d'arbres et des fossés d'infiltration qui permettent de réhydrater le sol. Vaste programme, vaste projet, beaucoup d'argent aussi nécessaire pour transformer ça. Mais à l'heure où justement eh bien, certains pieds ne résisteront pas aux sécheresses, peut-être, on pourrait essayer de concevoir et de planter différemment. En tout cas, c'est toute l'ambition que l'on se donne. Et on espère avoir des programmes donc, qui vont être mis en place sur le Rhône, autour de Valence, notamment pour accompagner des agriculteurs volontaires. Voilà pour l'hydrologie régénérative, mais l'hydrologie régénérative, finalement, c'est une histoire qui s'applique à l'échelle d'un bassin versant. Donc là, on a compris, sur les sols agricoles, il y a un gros potentiel. On va parler maintenant de ce qui se passe en rivière, parce que les rivières sont, on va dire, la manifestation de tout ce qui se passe en amont. Et donc là, je viens de parler de tout ce qui se passe en amont, mais en rivière aussi, on peut aussi appliquer ces principes de ralentir l'eau, de renaturer, de restaurer cette hydrologie dans les cours d'eau. Et donc, évidemment, la restauration des rivières, des zones humides, l'arasement de certains seuils, et on a pu en voir quelques-uns sur l'Yerre, qui promettent eh bien, le retour de certaines espèces, d'un réensauvagement des rivières pour justement eh bien, recréer ces espaces humides, ces zones hydrauliques qui vont faire tampon face à des crues plus importantes, et bien aussi stocker du carbone dans les sols. Enfin voilà, il y a plein d'avantages à faire cette renaturation et cette restauration morphologique, écologique des cours d'eau. Il y a plusieurs exemples en France, évidemment, mais vous en avez déjà beaucoup chez vous, donc je ne vais pas trop m'attarder. Sachez juste que voilà, l'hydrologie régénérative, ça se fait dans les sols agricoles, dans les rivières et en ville. Alors pourquoi le castor ? Parce que c'est un peu notre mascotte de l'hydrologie régénérative. On trouve que c'est le meilleur ingénieur de l'eau. Il sait exactement où poser son barrage pour ralentir l'eau. Alors évidemment, c'est pas sans poser de problème. On a besoin de cohabiter avec cet habitant. Mais il a quand même inventer des barrages qui sont plutôt bien conçus, à tel point que, notamment dans la Drôme et autour de Valence, certains techniciens GEMAPI s'inspirent des barrages Castor pour les installer dans certains ruisseaux, et faire ainsi renaître certaines zones humides, certaines sources, pour ralentir ce cycle de l'eau. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube qui s'appelle Médecine Castor et qui promet l'apparition de nouvelles sources dans certains territoires. Il y a aussi d'autres exemples de restauration de cours d'eau, mais il y a le rue de la Navette chez vous qui est un bel exemple aussi, où on redécouvre la rivière et on recrée ses méandres avec des verges végétalisées pour ralentir ce cycle de l'eau et renaturer, redonner un peu un cours plus naturel sur les cours d'eau. Donc, je ne vais pas m'étendre encore une fois là-dessus, mais je vais terminer après sur ce qui vous concerne, le petit cycle de l'eau, parce que là, on a un grand chantier en perspective. Entre les deux, là je fais la transition entre le grand cycle et le petit cycle. Il y a ce qu'on appelle les eaux pluviales, l'aménagement du territoire, la loi ZAN qui arrive et qui va rebattre les cartes sur notre gestion de l'eau en milieu urbain, notamment la gestion des eaux pluviales. Donc ce que j'invite à chaque élu et chaque citoyen qui ont le pouvoir d'élire des maires, eh bien, c'est d'impulser cette volonté politique à réduire cette surface à artificialiser, à revoir notre façon de gérer les eaux pluviales, de recréer ces espaces tampons qui sont aussi des espaces de biodiversité urbaine, mais des îlots de fraîcheur et énormément d'atouts pour le paysage. Donc on a vraiment tout intérêt à redonner de la place
à l'eau, même en contexte très, très urbain. Je sais que je parle à un public convaincu, mais c'est toujours bon de pouvoir redonner de la force à vos actions et à votre volonté. On peut s'inspirer du concept de ville éponge, mais on n'en est pas encore là en France. Mais il y a quand même des dynamiques qui sont intéressantes, notamment sur le bassin du Rhône et Lyon Métropole qui met en place énormément de dispositifs pour infiltrer l'eau à la parcelle, pour revégétaliser massivement. Donc l'hydrologie régénérative, en fait, c'est ça. C'est une histoire qui se raconte autant aux agriculteurs qu'aux aménageurs, qu'aux élus, qu'aux gestionnaires des rivières et des cours d'eau. Donc on a vraiment besoin de mettre ensemble et de mettre de concert toutes ces approches qui visent à ralentir l'eau et à revégétaliser massivement pour se régénérer ce grand cycle de l'eau. Donc la transition toute faite avec les tuyaux hors note tuyaux. Est-ce qu'on doit continuer ou en limiter ou en tout cas les raisonner? Eh bien ça c'est un grand sujet, c'est un grand débat. On sait que dès qu'on pose un tuyau, on est parti pour 60 ans. Et c'est une vraie question patrimoniale, quelque chose qu'on va remettre à nos futures générations. Et à chaque fois qu'on pose un nouveau tuyau, même si c'est pour l'interconnexion, eh bien, on sait qu'il y a un coût derrière, il y a un coût caché, un coût énergétique, un coût d'entretien. Et ça pose vraiment une question éthique, à savoir est-ce que c'est aux futures générations de gérer encore ces problèmes, alors qu'ils vont devoir gérer beaucoup de choses pour les futurs pour les défis à venir, quoi. Donc, on a le renouvellement des réseaux. Donc, j'ai parlé des fuites, mais vous connaissez sans doute le phénomène inverse sur les réseaux d'assainissement, les eaux claires parasites, qui prennent l'eau des sols ou des nappes et la rejettent ailleurs par la station d'épuration. Donc, sans le savoir, les concitoyens payent une eau qu'ils n'ont jamais utilisée, qui est relativement propre et qui finit ailleurs. Donc ça, c'est quand même assez fou de se dire, waouh, on fait voyager l'eau dans nos tuyaux. Et donc ce problème-là a été bien identifié par certaines agences de l'eau qui considèrent que c'est un prélèvement pour certains milieux. Donc on a vraiment aussi intérêt à réduire ce phénomène et à s'intéresser à plein d'autres leviers, la tarification, la réutilisation des eaux usées traitées, la récupération des eaux de pluie sur les toitures, la réduction à la source, évidemment, qui sera la meilleure stratégie pour éviter les rejets de micropolluants dans les rivières. Micropolluants qui s'accumulent et dont on ne sait pas encore véritablement les impacts sur notre santé. Donc c'est tous ces sujets-là qui concernent le petit cycle de l'eau, à savoir est-ce qu'on pose un nouveau tuyau, est-ce qu'on va plus loin sur certains traitements d'eau potable, d'assainissement, est-ce qu'on a suffisamment anticipé les évolutions climatiques par rapport au milieu récepteur, ce qu'on appelle le milieu récepteur, mais vraiment ce grand cycle de l'eau dont on dépend. Donc tout ça, je vous encourage à vraiment, je vous donne de l'eau à votre méandre, je préfère parler de méandre, mais pour vraiment alimenter vos perspectives à régénérer le bassin de l'Yerres. Et je sais que j'ai pu parcourir l'ensemble de vos actions, je sais que c'est plutôt en bonne voie. Dernière petite chose, alors je ne vais pas rester là-dessus, mais un exemple qui pour moi est un exemple de résilience, c'est ce qui se passe sur Rennes. Donc, Rennes Métropole a mis en place un dispositif qui s'appelle Terre de Source. C'est une marque, c'est un label qui permet de reconnaître que ce produit-là a été produit par un agriculteur engagé sur un cahier des charges exigeant en matière d'agroécologie. Un agriculteur qui est à 100 km à la ronde et qui va éviter l'usage de pesticides et l'usage d'engrais de synthèse qui finissent dans les captages d'eau potable. Et cette démarche-là, elle a mis 10 ans à se construire, c'est assez long, mais elle commence à vraiment porter ses fruits pour à la fois contractualiser avec des agriculteurs qui s'engagent à changer de pratique, mais aussi à leur assurer un débouché et donc un revenu sur plusieurs années. Et ça, aujourd'hui, à l'heure d'une crise agricole profonde, c'est pas négligeable. On a besoin de penser cette résilience alimentaire avec la résilience hydrique en termes de quantité, mais aussi de la qualité de l'eau.
Donc ça, c'est quelque chose que je vous encourage à regarder. Ils ont un super site internet et peut-être vous aurez aussi d'autres dispositifs, je sais, sur Haut-de-Paris, en tout cas, ils en font. Il y a des choses qui veulent se mettre en place sur votre territoire, donc je ne peux que vous encourager à le faire pour sortir de ce triangle de l'inaction. J'ai bientôt terminé. Ce fameux triangle de l'inaction qui nous empêche en fait de bouger. Alors même si les nouvelles sont déprimantes, hein, même si on aurait tendance à vouloir baisser les bras, eh bien, il faut quand même pouvoir se dire qu'on a des solutions, on a des leviers. Et oui, ça prend du temps, oui, il y a le temps politique, et oui, ça demande des efforts, ça demande de l'argent, ça demande de la concertation, mais c'est nécessaire, il faut le faire. Et on a besoin d'être vraiment unis et autour de la table pour pouvoir en discuter. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir avoir ces espaces de discussion et d'associer aussi des acteurs publics, privés, citoyens dans cette grande aventure, puisque l'eau est un commun et c'est un enjeu complètement démocratique. On a vraiment tout intérêt à rendre accessibles tous ces concepts-là, à rendre accessible et à inviter les citoyens dans nos instances de concertation. Et là, c'est une ex-ingénieure territoriale qui parle, où on n'est pas du tout habitué, c'est ce que je disais à Laurent, à parler directement aux citoyens de manière facile, concise, et on se repose sur les élus qui le font, mais ils ont beaucoup de responsabilités sur leurs épaules, mais on a aussi, nous, notre part à jouer pour inviter ces citoyens à prendre part à ce grand chantier qui dépasse le cycle de l'eau. Alors, une des perspectives, mais qui n'est pas forcément applicable partout, c'est une idée, c'est une voie, mais qui fait son petit chemin. C'est celle d'accorder, pourquoi pas, des droits à des rivières, à des fleuves, pour qu'ils puissent être vraiment pleinement pris en compte dans toutes nos politiques, mais aussi qu'ils puissent être en capacité de se défendre quand il y aura un projet qui va menacer leur santé. Donc ça, c'est des choses qui sont faites avec pas mal d'écrivains, de juristes, d'hydrologues, de spécialistes ou des penseurs, des artistes qui se posent la question, faut-il ou pas donner une voix Est-ce qu'ils doivent être reconnus comme des sujets de droit? Alors, ce n'est pas quelque chose qui est tiré du chapeau, hein. C'est vraiment une question culturelle, parce que dans certains pays, c'est déjà en place. La Colombie, l'Équateur, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, l'Espagne, tout récemment, l'a fait avec une lagune. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement sorti du chapeau, mais vraiment qui pourrait, en tout cas, arriver en France si on en avait cette volonté. Donc, on a plusieurs initiatives. J'étais il y a une semaine avec les Suisses qui ont mis en place un dispositif assez innovant. Ils ont tiré au sort 25 citoyens, un peu comme la Convention citoyenne. Ils ont tiré au sort 25 citoyens, suisses et français, représentatifs du bassin. Et ils ont travaillé pendant 2 ans. Ils ont rencontré des experts tout au long du Rhône, de l'amont à l'aval, et leur ont posé cette question, est-ce qu'il faut donner ou pas un statut au Rhône et mieux le défendre pour qu'il puisse être en bonne santé? Et la réponse est plutôt oui. Il faudrait, en tout cas, sans ajouter de complexité, pouvoir mieux considérer le Rhône dans nos instances de gouvernance, instaurer pourquoi pas un conseil de citoyens, de gardiens du fleuve, qui soient associés à ces discussions, à ces décisions et qui défendent l'intérêt du Rhône. Donc ça, c'est une perspective. Je sais bien que ça peut faire peur, mais ça peut donner l'occasion à certains habitants, à certains citoyens de se reconnecter à leur hydrosystème et leur donner une voix pour mieux les protéger. Voilà, donc ça, c'est ce qui est fait aussi sur la Seine avec Marine Calmet. Il y a les gardiens de la Seine qui ont l'intention de se mettre en place et potentiellement une communauté de gardiens de la Seine qui vont vraiment plaider pour une reconnaissance des droits de la Seine, mais aussi, pourquoi pas, de ses affluents. Voilà, pour terminer, eh bien, je vous invite évidemment à lire L'eau Fake or Not. C'est un petit guide de 80 pages qui explique un peu tout ça, mais de manière encore plus globale. Et voilà, je suis aussi attentive à vos questions et je vous remercie de votre attention.
Est-ce que quelqu'un veut poser la première question? Alors la deuxième. Deuxième question. C'était clair et limpide. Ouais, c'était clair et limpide, merci beaucoup. J'ai sûrement deux questions qui sont idiotes parce que moi je viens pas du tout Il y en a du pas. milieu de l'eau et tout. Sur les tuyaux, je suis très contente que vous en ayez parlé parce que pour le coup j'en avais, il me semble déjà entendu parler dans les journaux et notamment en métropole, mais en outre-mer, dans certains départements c'est encore pire. Et du coup, j'ai une question toute bête, c'est pour acheminer l'eau à nos domiciles. Est-ce qu'il y a pas, on est obligé de passer par des tuyaux ou pas? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce que je vois mal comment faire autrement, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Et la deuxième question que j'ai, c'est au niveau de votre association, parce qu'au niveau des initiatives qui sont prises, par exemple, je pense aux jardins familiaux à Crosne, où les jardiniers c'est des personnes qui entretiennent leur jardin, mais qui sont formées justement à l'eau et à comment économiser l'eau. Et il y a un cahier des charges qui peut être contraignant pour eux justement pour économiser l'eau. Il y a quand même, ça va dans le bon sens. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et c'est vrai que à côté de ça, il y a des exploitations ou des projets de grosses exploitations avec énormément d'animaux et qui posent la question de la gestion de l'eau. Et du coup, dans ce cadre-là, je me demandais, est-ce que votre association a un droit de regard ou peut faire quelque chose au niveau législatif, surtout, je pensais au niveau législatif, pour alarmer sur ces gigantes fermes, voire faire quelque chose au niveau action. Voilà. Merci pour votre question. Alors pour la question des tuyaux, on peut difficilement faire autrement, hein, ne serait-ce que pour des questions sanitaires, parce qu'on a besoin d'avoir une eau qui soit contrôlée, qui soit de bonne qualité, et donc bien acheminée, sans être à l'air libre, hein, si je puis dire, ou avec un autre revêtement. Donc on est quand même on a un passage obligé sur le tuyau pour l'eau potable, y compris pour l'assainissement, hein, hors assainissement non collectif. Mais par contre, on a vraiment tout intérêt à se poser la question de comment financer ce renouvellement des tuyaux dans un contexte assez problématique qui est celui de l'eau paye l'eau. Et donc plus on fait d'économies, moins on a de recettes et moins on est en capacité à renouveler ces tuyaux. Donc c'est vraiment casse-tête, hein. Va falloir se poser la question en France, et je pense qu'on va y arriver, où l'eau devra être payée plus cher, vraiment, pour financer ce renouvellement, pour financer toutes les autres infrastructures à venir, comme je disais, l'augmentation du coût de l'énergie, parce que ça, on l'a vu avec la crise énergétique, la facture d'eau a gonflé comme une argile qui gonfle après une crue. Donc c'est vraiment intéressant de se dire, ok, les tuyaux, c'est pour du long terme, et il faut mettre en face en fait, l'argent pour mieux les entretenir. Et quand il n'y a pas de tuyaux, il faut s'assurer qu'on ait de l'eau de bonne qualité. Et ça en fait, en France, on a quand même de la chance d'avoir des organismes qui contrôlent la qualité de l'eau et d'avoir une eau en très bonne qualité. Ça reste un luxe qui n'est pas accessible à tout le monde. Et pour la deuxième question, donc clairement pour une hydrologie régénérative, non. Nous, on est vraiment plus dans l'accompagnement des collectivités et des agriculteurs pour mettre en place ces dispositifs, pour les suivre, les documenter. Donc toutes les collectivités ou les agriculteurs volontaires, nous, on les suit, on les accueille et en fait, on fait une sorte de veille où on met aussi des capteurs sur les terrains, on suit, on fait des études. Mais on n'est pas dans le plaidoyer, à part l'hydrologie régénérative, on n'est pas en défense sur ces aspects-là. Par contre, c'est sûr que c'est plutôt du côté des associations environnementales et potentiellement, si un risque de pollution est avéré, soit alerter les pouvoirs publics si ça ne suffit pas. Et oui, c'est des actions en justice avec des associations là-dessus, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Super. Oui. Bon. Moi, d'abord, je crois qu'il faut vous féliciter et féliciter le SIAGE de vous avoir invité, parce que déjà, brillants comme vous et compétents, on est toujours très, très content de les accueillir.
Je vous Vous remercie. avez éclairé nos connaissances, vous nous avez fait réfléchir. Alors, comme je vois que vous avez une vision très écologique, tu m'as coupé le micro. Ah, bizarrement, sur ce mot, C'est du sabotage. Non, non, mais je suis sérieux. Vous parlez d'agroécologie, je ne vais pas revenir, cher à Pierre Rabhi, cher à Marc Dufumier, cher à tous les écolos de la Terre. Donc, voilà, vous avez parlé du réchauffement climatique, j'y reviens pas. Je vais essayer d'être concis et de vous poser 2 questions très précises. Vous l'avez très bien dit, 50% de l'eau est utilisée pour l'agriculture productiviste, il faut bien employer les mots, et 80% l'été. Or, cette agriculture productiviste, c'est pour faire des céréales, vous l'avez aussi très bien dit, pour nous, sabotage, non, ça va. Pour nous, des reviennent dans des assiettes sous des barquettes en plastique. Est-ce que, à mon avis, c'est la première question que je vous pose, l'agriculture intensive et productiviste me paraît complètement incompatible, et vous l'avez très bien montré, avec la catastrophe annoncée présente du réchauffement climatique. En plus, quelque chose que vous n'avez pas dit, mais je sais que vous le savez beaucoup mieux que moi, c'est que l'agriculture productiviste imperméabilise les sols. Et donc, quand il pleut, le ruisselle provoque des inondations et recharge mal les nappes phréatiques. Donc, produire du maïs en plein été, avec les conflits de méga-bassines pour quelques agriculteurs privilégiés, bon, voilà. Mais je connais votre opinion, je vous ai écouté sur France Info, je sais que vous avez une vision très écologique des choses. Et donc, pour moi, l'agriculture productiviste est incompatible avec le réchauffement climatique. Je ne parle pas que du maïs. Et deuxième question, j'ai vu votre position sur les méga-bassines. Est-ce que les lacs, les retenues collinaires, on récupère l'eau de pluie, ou le rechargeage, les nappes phréatiques qui sont rechargées, oui, comme c'est le cas en Haute-Garonne, ça vous paraît envisageable dans votre projet pour une agriculture, une agroécologie bienfaitrice et salutaire? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Et puis vos 2 questions qui sont liées. Alors, l'agriculture, oui, selon moi, est une solution. Je préfère parler de solution plutôt que de problème parce que là, on le voit avec la crise agricole, c'est très délicat d'arriver en disant maintenant vous allez faire comme ça. Et quand on voit la détresse de certains, c'est très difficile d'aller leur dire comment faire et quoi faire avec si peu de moyens. Et surtout une PAC qui n'aide vraiment pas, qui est vraiment pas dans le bon sens. Donc tout l'intérêt justement, c'est d'accompagner ces agriculteurs qui dépendent de la PAC, de changer et d'accompagner ce changement financièrement, techniquement. Donc ça demande du temps. Et là-dessus, si j'ai une position très forte contre les méga-bassines, elle doit en tout cas encourager vers un changement de pratique, plutôt que de mettre de l'argent aussi public dans ces ouvrages-là, qui sont finalement qui profitent à quelques-uns et des coopératives exportatrices. Eh bien, on a besoin d'accompagner directement ces agriculteurs à ce changement de pratique pour leur garantir un coût de production moindre et en même temps un revenu suffisant. Mais ça, c'est pour ça que je disais, il faut une résilience globale à l'échelle des territoires entre l'alimentation, l'eau et le transport, la mobilité. Enfin voilà, et tout ça, c'est vraiment complètement lié, quoi. Si on veut des territoires qui soient résilients d'un point de vue alimentaire, eh bien, il y aura besoin d'eau. Et par moment, par endroit, pas partout, mais notamment dans le sud-ouest, il va falloir stocker. Il y a quand même besoin de stocker. Et stocker l'eau, ça demande une certaine ingénierie. Alors évidemment, plutôt que de prendre dans les nappes, on va chercher le ruissellement, donc l'alimentation par ruissellement. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement ces retenues collinaires qui sont creusées dans la topographie. Enfin, on épouse finalement la topographie et l'eau ruisselle et s'accumule en surface. Mais on ne va pas pouvoir en faire partout. Et la question, c'est pour quelle agriculture? Est-ce que c'est une agriculture qui, effectivement, va produire et surexploiter les sols, les appauvrir, créer cette fameuse croûte de battance dont vous avez parlé parce que l'eau ne s'infiltre plus? Ben non. Par contre, si c'est pour alimenter une agriculture qui
qui va être vraiment dans l'agroécologie, au sens où on remet de la vie dans les sols. Une agriculture où il va falloir irriguer, arroser les jeunes plants d'arbres, parce que les 3 premières années sont critiques. Tous les arbres qu'on a plantés sans irriguer sont déjà morts. Donc il faut pouvoir quand même irriguer, arroser les couverts végétaux, les arbres, etc., dans cette dynamique de régénération à plus long terme. Donc oui, il va falloir stocker, mais intelligemment et pour une certaine agriculture qui régénère le vivant et les cycles de l'eau. Donc c'est pas en fait, ça, c'est pas une recette miracle qui va pouvoir se faire partout. Dans le sud, dans la Haute-Garonne ou le sud-ouest, qui sont des terrains qui sont plutôt pentus en amont, oui, on va pouvoir faire l'hydrologie régénérative, on va pouvoir stocker l'eau dans ces retenues collinaires, mais ici ou dans des zones très planes, eh bien, ça va être plus compliqué. Donc, retrouver plutôt ce qu'il y avait avant le remembrement, tout simplement, c'est-à-dire des bocages, des haies, des mares, tout ce qui permettait à des sols de retenir l'eau. Et finalement, c'est peut-être ça le plus gros levier. J'ai pas montré... Ah oui, parce que c'était ouais. J'ai lu cet après-midi un rapport sur une expérimentation de la Vèdre. C'est un petit cours d'eau près de Liège où ils ont expérimenté le keyline design, l'hydrologie régénérative, et ils ont vu des effets très positifs sur l'abattement de certaines crues. Les crues extrêmes, les crues intenses, eh bien, même pour la recharge des sols, etc., c'était plutôt bénéfique. Donc, tout ça pour dire, oui, il faut changer notre agriculture, oui, il faut avoir une alimentation moins carnée, ça va dans le sens de ce que je disais sur l'empreinte eau, mais d'une manière générale, on aura quand même toujours besoin d'élevage pour pâturer, pour maintenir des prairies, pour une biodiversité intéressante et stocker du carbone. Donc, c'est vraiment le choix de quelle agriculture, pour quelle alimentation. Et donc, en face, on mettra les besoins en eau dont on a besoin. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Merci. Bonjour. Bon, moi aussi, je voudrais vous remercier et le siège de nous avoir invité pour cette présentation vraiment très complète et très précise sur différents enjeux. Là, je vous remercie aussi au nom du Conseil de développement du Val d'Isère-Val de Seine, dont le président est pris en province, il n'a pas pu venir. Mais donc on est, si vous connaissez les conseils de développement, on est un conseil citoyen, donc il y a plusieurs membres ici à des titres divers. Enfin, voilà. Et en fait, on donne des avis sur différents sujets à la demande ou de notre propre initiative de la communauté d'agglomération, donc des élus du Val d'Isère-Val de Seine. Alors on a aussi pour projet, le CODEV a un peu pour projet de faire l'année prochaine un forum de l'eau, donc titre provisoire, l'eau dans tous ses états, donc tous les aspects de l'eau. J'ai l'impression que vous pourriez traiter tous les aspects déjà, la façon dont vous avez présenté, vous pourriez être animatrice de beaucoup d'aspects. Donc sûrement, peut-être on vous contactera pour voir si... on ne sait pas encore... Enfin, on va le faire avec les élus, hein, bien sûr, les élus du Val d'Isère-Val de Seine et avec les citoyens. Et voilà, donc il faut encore que ça prenne un peu forme, mais je pense que ça sera intéressant de vous contacter. Et alors, moi, si j'ai une question à poser, c'est qu'on voit, par rapport à l'Yerre, ici on est au SIAGE et on a eu cette semaine des présentations du SIAGE et de l'Yerre qui est sur, je crois, 115 km ou 150 km. Et donc on est un petit au niveau du linéaire ici dans le Val d'Isère-Val de Seine, c'est une petite partie, mais c'est la plus grosse partie de la population. Donc on dépend effectivement de toute la partie de l'Yerre qui est sur la Brie, etc., sur la vallée de la Brie. Et donc, même si on a très peu d'agriculture, je crois qu'il y a un champ ici à Montgeron et quelques-uns à Boussy, mais il n'y en a pas beaucoup. Finalement, tout ce qui est cycle de l'eau, éventuellement inondation, etc., peut dépendre des pratiques agricoles qui sont en amont, y compris dans l'Yerre ou dans d'autres, voilà, d'ici. Hein. On a vu, donc on a eu des grandes inondations en 2016, comme d'autres endroits. D'accord, oui. Donc je me demandais si effectivement, comment en fait, bon, il y a le SIAGE qui est ici, qui gère ça, mais on a compris que c'est la compétence GEMAPI, c'est une gestion et la prévention des inondations. Donc c'est le respect de la biodiversité et la prévention des inondations. Je dirais, est-ce que c'est les affaires courantes
business as usual, comme on dit, hein, pour limiter les dégâts de l'agriculture et d'autres phénomènes, ou est-ce que finalement une agglomération comme ici, qui est en aval, et là où il y a le plus de population, peut être moteur pour faire évoluer un peu les pratiques agricoles en amont, qui ne sont pas, je pense, dans l'abri, elles ne sont pas très agroécologiques. On a plutôt des grandes cultures, etc. Et déjà en 2016, je venais d'arriver pratiquement depuis 2 ans ici, je me disais, est-ce que il n'y a pas une responsabilité aussi des pratiques agricoles dans l'abri, ce non-infiltration dont parle Jacques et dont vous avez parlé, voilà, est-ce que ça peut être un levier un petit peu, ce bassin de population, pour aider à faire évoluer, avec l'aide de spécialistes, les pratiques agricoles en amont, et comment jouer de cette finalement solidarité de fait, de cette liaison de fait entre l'amont et l'aval, en prenant le cas particulier de Lierre, que vous avez donc pris connaissance, vous avez développé aussi dans votre présentation. Merci. Merci beaucoup. C'est une super bonne idée. C'est un super de vouloir recréer ce lien entre l'aval et l'amont, parce que c'est vraiment cette logique de solidarité amont-aval et aval-amont. Enfin, on est vraiment tous dans ce même bassin versant. Et c'est là où, c'est pour ça que Terre de Source, pour moi, était assez inspirant. C'était de dire, en fait, on part d'une problématique de qualité de l'eau. Et là, probablement, ce serait une problématique de ruissellement ou d'érosion, de qualité de l'eau aussi. Eh bien, autour de cette problématique-là, comment fédérer les agriculteurs pour à la fois changer de pratique. Il faut vraiment avoir conscience que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais de pousser en tout cas vers ce changement de pratique et de leur garantir que leur produit servira pour la restauration collective, des magasins de producteurs, imaginons plus tard la sécurité sociale de l'alimentation, enfin voilà, plein de débouchés où eh bien, ils pourront relocaliser leur production et en même temps s'engager vers un changement de pratique. Ça, en fait, c'est quelque chose qui aurait dû être soutenu, je pense, par l'Europe et par l'État, mais ce n'est pas forcément le cas maintenant. Espérons que pour la prochaine mouture, ça le soit, mais en attendant, ça n'empêche pas que certaines collectivités peuvent accompagner ce changement de pratique par la mise en place de ce type de dispositif. Et en plus de ça, ce qui est sympa avec Terre de Source, c'est qu'ils ont fait la chose de manière démocratique. Ils ont un collège de consommateurs, ils ont un collège de producteurs, des agriculteurs, et aussi toute la filière transformation-distribution qui sont impliqués dans la relocalisation de l'alimentation. Et c'est ça, peut-être, cette solidarité aval-amont qui pourrait se créer s'il y a un dialogue qui se recrée, c'est reconstituer cette filière en la relocalisant et en même temps traiter la question de la qualité de l'eau, des pratiques agricoles. Pourquoi pas leur suggérer de faire un peu de key line design ou de planter des haies pour tester ça. Et je serais ravie de pouvoir le suivre. Ce serait merveilleux. Donc, à voir. En tout cas, parlez-en aux élus. Les élus sont là, mais pourront aussi en parler à leurs collègues. Et puis voilà. Et puis peut-être qu'on verra ce genre de projet naître sur le territoire. En tout cas, ça peut être impulsé et je pense aidé par certains pouvoirs comme l'agence de l'eau ou les départements. Dernière chose aussi, en attendant que la question soit posée, je ne sais pas si Laurent, on peut le dire pour demain avec la vidéo qui sera publiée. Est-ce qu'on peut ? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, hier, on était avec une partie de l'équipe et on est allé tourner 3 projets qui ont été menés par le SIAGE et montrer l'intérêt des solutions fondées sur la nature pour restaurer ce cycle de l'eau. Et donc, on était avec une équipe de tournage du média Vaquita. Je ne sais pas si vous connaissez ce média indépendant qui est très présent sur les réseaux sociaux notamment. Et donc, demain, pour la Journée mondiale de l'eau, il y aura une vidéo pour le SIAGE, enfin en tout cas sur le territoire du SIAGE, avec moi, mais aussi Nicolas qui était là, et puis Sandrine aussi qui était là, mais qui était derrière la caméra, qui nous soufflait toutes les réponses. et donc voilà, on va publier. Donc Vaquita publie demain sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la partager et en parler autour de vous, parce que c'est chez vous que ça se passe. Oui. Mais il n'y a pas que les agriculteurs dans l'histoire. Ah. Il y a aussi le côté urbain. Vous promenez le long de Lierre. Après, on prendra. Il y avait une question avant vous. Mais c'est bon, le micro arrive, il est là. Allez-y. Donc, je disais qu'il y a aussi un niveau des communes.
plus Vous près vous du... promenez- Oui. Oui, vous vous Attends. promenez, excusez-moi, le long de l'Yerre. Vous avez le niveau qui varie. Vous avez la pression sur les racines des arbres qui diminue. Vous avez des arbres qui s'écroulent dans l'Yerre, hein, où on utilise la tronçonneuse. Et puis, vous avez aussi une très mauvaise gestion. Je suis désolé de dire ça. Je suis peut-être très critique. Il y a des retenues d'eau qui ont été faites sur l'Yerre. Ouais. On peut en discuter. On peut se promener à Montgeron. On peut se promener au niveau d'Épinay ou Sénart. On peut en discuter. Moi, ce que je constate, c'est que le niveau de l'eau dans l'Yerre varie de façon irrationnelle. Et je pèse mes mots. Voilà. Et d'autre part, vous avez une et les sols sont très artificialisés. Hein. Vous voyez comment ça coule. Vous avez des endroits, vous avez l'avenue Pierre-Prost. Il y a des moments où vous avez des flaques d'eau énormes. Vous avez la Nationale 6, il y a des moments, quand il pleut, c'est fait n'importe comment, ça ne s'écoule pas correctement. Hein. Il y a des calculs, on a des ingénieurs, c'est pour penser. Je suis désolé. Hein. Voilà, ça se pense, les choses. Je ne suis pas sûre que votre... c'était pas une question, c'est normal, mais qui m'était pas destinée, du coup, mais c'est pour ça que je disais que c'est une aventure collective qui met tout le monde autour de la table. Et croyez-moi, de ce que j'ai vu hier, en tout cas de ce que j'ai vu hier, il y a une vraie volonté à prendre soin des rivières, à les ralentir, à restaurer leur qualité. Donc après, évidemment, tout se discute sur la base d'études et je ne doute pas que des études ont été faites à chaque projet mené par le siège. Bonsoir. Emmanuel Lucas, je représente Seine-Grand-Lac, en fait, donc l'établissement public territorial de bassin. Bien sûr. Donc je vous remercie beaucoup parce que, en fait, j'étais, curieuse. La façon dont, effectivement, on rend compte de notre métier, en fait, puisque le SIAGE et le PTB Seine-Grand-Lac travaillent sur le grand cycle de l'eau. Alors, le PTB uniquement sur le grand cycle, puisque nous gérons les grands lacs de Seine à l'amont, et puis bien plus que ça aussi, justement, c'est ça que je voudrais en parler, et notamment avec le SIAGE. J'ai beaucoup aimé parce que vous racontez l'histoire, effectivement, finalement les enjeux, en fait, les défis, et surtout vous proposez des solutions, mais très collectives. Et je pense qu'en fait, on n'arrivera à convaincre qu'avec de l'exemplarité. Et ça me semble l'un des mots-clés qu'il faut retenir. Et je trouve que c'est quelque chose que, du coup, collectivement, nous, acteurs de terrain, on va dire, on va vous nourrir des projets exemplaires que l'on travaille tous les jours, en fait, en tant qu'ingénieur de base dans les collectivités, et pas qu'ingénieur d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, tous les projets multifonctionnels sur lesquels on travaille, un exemple, les zones naturelles d'expansion de crues, il n'y a pas que des ingénieurs qui travaillent dessus. Aujourd'hui, il y a des écologues, il y a des juristes, puisqu'on a des problématiques foncières très importantes. En fait, l'idée, c'est de... Et ce que j'ai bien aimé, c'est on essaie d'avoir un dialogue, un langage commun. Et ça, c'est pas évident, parce qu'on a tous nos sigles, nos trucs, nos habitudes, en fait, surtout qu'en France, on est très cadré, chacun dans son domaine d'activité. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et je pense, donc, le deuxième mot-clé, c'est la concertation et ce langage commun qu'on doit développer pour qu'on se comprenne. Seine-Grand-Lac, avec tous les maîtres d'ouvrage du grand bassin Seine-Amont, puisqu'on travaille sur le bassin Seine-Amont, donc à l'ambition de développer les zones d'expansion de crues naturelles, solutions fondées sur la nature, avec les maîtres d'ouvrage et notamment le SIAGE qui est en tête de file par rapport à ces projets. Donc c'est pour ça que je trouve important d'intervenir aussi. Et la concertation avec les chambres d'agriculture, avec les syndicats agricoles, avec les exploitants de terrain, c'est là le mot-clé en fait. La concertation, l'écoute, parce qu'en France, on a un peu de mal à s'écouter aussi. Et je pense que pour le grand cycle de l'eau, il faut faire cet effort-là. Moi, j'ai commencé ma carrière en 92, tout le monde se moquait de moi en me disant « mais qu'est-ce que tu vas faire dans un domaine de l'eau ?» Enfin, je veux dire, c'est quoi ce truc quoi. Aujourd'hui, j'ai une fierté de me dire que je travaille dans ce domaine-là.
Donc, je pense que c'est ça qui est important, c'est que nous, on arrive, et Monsieur le Président Colas, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on développe, c'est l'exemplarité des projets exemplaires dans différents domaines qui, effectivement, vont régénérer le cycle de l'eau. C'est très dur, franchement, c'est pas simple. Ça va être on en a pour plusieurs années, voire dizaines d'années, mais le challenge est intéressant. Il y a juste un mot que je n'ai pas du tout entendu, c'est la sobriété. Et en fait, je pense qu'il est quand même très important. Je pense que j'aimerais bien que vous en parliez parce que il est fort en fait et il faudrait qu'on essaie tous en fait, tous ensemble. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre témoignage et oui, résilience et sobriété sont frères en fait et j'ai parlé que du frère résilience, mais effectivement la sobriété qu'elle soit globale en fait, parce qu'on se rend compte avec ce que je viens de dire que l'eau, on a besoin pour l'énergie, on a aussi besoin pour l'agriculture, pour manger, mais pour tous nos usages en fait du quotidien. Effectivement, c'est le premier levier qu'il faut actionner pour faire des économies d'eau à grande échelle. Et j'aime beaucoup. Alors là, je suis en train de travailler sur un projet avec une volonté de toucher encore au plus près des citoyens, de toucher cette question de la sobriété et des usages, et de les engager en fait dans cette aventure collective, parce que à la fois, on va leur dire faites des économies d'eau et d'énergie, et par contre, en fait, voilà, c'est tout. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin en leur disant mais prenez aussi votre place dans ces instances de parlement de l'eau, participer à cette vie démocratique de l'eau, parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas ce qu'est un parlement de l'eau. J'ai posé la question tout à l'heure à la conférence, devant 150 personnes, personne ne savait ce que c'était qu'un parlement de l'eau. Et pourtant, ils ont un poids monumental. Et si on veut réintéresser pour que les citoyens comprennent tous ces enjeux-là, il faut leur faire une place, pour moi, en tout cas leur faire une place dans ces instances, et donc du coup peut-être revoir notre langage commun qui soit plus compréhensible, parce que les PGRE, PTGE, SAGE, PCI, ZEC, ZRE, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc oui, on a à la fois cette force en France d'avoir pu mettre en place ces parlements de l'eau, d'avoir pu mettre en place des dispositifs qui fonctionnent. Maintenant, tâchons de les ouvrir et de les rendre accessibles pour redonner une place citoyenne à tout ça. Et la sobriété, évidemment. Merci. Deux questions. Merci. Oui, juste une idée qui me vient en écoutant ce mot sobriété, c'est que comment on pourrait récompenser cette sobriété. Parce que moi j'ai entendu dire que plus on consommait d'électricité, moins on la payait cher, plus on consomme de l'eau, moins on la paye cher. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de donner envie à consommer moins et être plus économe? Tout ça réside dans la tarification de l'eau. Et donc un nouveau modèle en fait à inventer qui soit un peu décroissant, c'est-à-dire l'inverse, c'est-à-dire oui, on récompense les économies d'eau plutôt qu'on ne perd de recettes pour financer toutes ces infrastructures sur le petit cycle. Oui, alors je sais que des fois ça m'embête un peu de citer des entreprises, mais la SOR par exemple, je sais, a travaillé sur ce nouveau modèle économique et peut proposer des choses, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, voilà. Mais inventer. Oui, bonsoir, merci pour tout ce que vous avez exposé. Donc Marc de Seine, collectif Sauvegarde de la Vallée de l'Yerre. Donc notre collectif est à l'origine du classement de la vallée sur sa partie aval, et je dirais heureusement depuis 15 ans, parce que sinon dans quel état elle serait. C'est quand même mal parti tout ça, hein. J'aime beaucoup ce que vous racontez, mais justement le dernier mouvement agricole, le gouvernement suit surtout la FNSEA. Et donc, on en revient quand même sur les émissions de pesticides, d'herbicides, etc. Donc, je veux dire, ce qui est en amont de l'Yerre, par exemple, va être beaucoup plus pollué, comme ça. Donc, c'est quand même pas très bien parti. Toutes les zones enherbées de 5 mètres qui sont sur les bords de rivière sont aussi remises en cause. Donc, comme vous dites, il faut pas se démoraliser, hein, mais il vaut mieux pas trop écouter la radio à ce moment-là. Mais la question que
la question que je voulais poser, je suppose que vous connaissez Benoît Biteau, qui est député européen écologiste, qui est aussi agriculteur-éleveur. Il explique comment lui, sur son exploitation, comment justement cette histoire d'eau, il le fait un petit peu comme vous l'avez proposé avec votre association, avec des haies, avec des nivellements, etc. Et ça marche. Il explique que ça marche bien. Enfin, il y a plein de gens comme vous qui expliquent qu'on peut faire des choses bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que... Enfin, pardon, je parle de l'agriculture, mais comment se fait-il qu'on ne soit pas plus entendu? Que se passe-t-il, quoi? Je regardais sur le front l'émission encore avant-hier, où il y a quelques jours, où on voit qu'en plus, non seulement on est en train de... On détruit les sols, quoi. Toute la richesse des sols est détruite. On est en train de les rendre déserts en plus. Donc, comment, quand on écoute des gens comme vous, comment on n'est pas plus entendu, quoi? Et ce soir, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'élus dans la salle, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impliqués, mais il n'y en a pas beaucoup des élus ce soir. Oui, merci. Après, je vous laisserai peut-être la parole aussi, Monsieur Colas, pour rebondir sur tous ces sujets. Mais oui, absolument. Mais en tout cas, il faut les soutenir, ça c'est sûr. Ceux qui travaillent bien, il faut les aider. Et comment faire, en fait c'est l'art de flotter, quoi. En fait, il faut pouvoir flotter sans couler. C'est pas se laisser vraiment submerger par ces mauvaises nouvelles et tâcher de regarder justement ceux qui flottent à contre-courant, qui sont des pionniers et qui offrent autre chose que justement ce schéma extractiviste, productiviste et destructeur en fait de tout. Mais voilà, je pense que, encore une fois, hein, si on identifie ces pionniers, et pas forcément, enfin voilà, même parmi les agriculteurs, même ils sont pris dans un schéma, il faut vraiment se mettre dans l'idée qu'ils sont pris dans un système, dans un schéma, il y a ceux qui veulent s'en sortir. Et ceux-là, il faut aller les aider, les accompagner, et compter sur eux pour aller embarquer les autres. Parce que c'est vraiment comme ça, je pense que ça marche, où on repère les pionniers, on fait des alliances, et hop, après on les embarque tous, mais ça va durer quelques années, c'est sûr. Et puis, j'ai pas parlé de l'échelle temporelle de mon triptyque. Autant l'eau, quand on arrase un seuil, quand on recrée des zones humides ou quand on refait des baissières, des bassins, ça se remplit à vue d'œil en une nuit, en un épisode de pluie. C'est très rapide, l'eau. Par contre, les sols, pour retrouver des sols vivants, faut avoir 2-3 ans, en fait, au moins, pour retrouver les sols riches en matière organique. Les arbres, pareil, ça prend 5 à 10 ans. Donc, en fait, là, on joue sur des échelles de temps qui sont plus grandes. Donc, faire confiance. Et je pense vraiment se faire confiance, c'est un maître mot qui doit nous guider en cultivant, encore une fois, ce langage commun. Et voilà, l'écoute. Pensez aussi aux autres sciences, pas que les sciences dures comme les miennes, mais les sciences comportementales qui permettent justement de fluidifier le dialogue, etc. Voilà, moi je crois beaucoup à l'intelligence collective, donc allez-y. Merci. Alors, je vais apporter peut-être 2-3 éléments de réponse. Remercier Charlène Descolonges, évidemment, et puis vous pour votre participation. Et avant de conclure, peut-être rebondir sur 2-3 éléments. Je disais en plaisantant, je vais intervenir pour défendre les élus, mais d'une certaine façon, oui, je vais le faire parce qu'ils étaient hier et de tout le bassin versant. De tout le bassin versant. Certains, c'est 1h15 de route pour venir ici. Une vingtaine pour prendre un certain nombre de décisions pour le fonctionnement de cette boîte hier soir, dans cette même salle. Ils étaient une 60aine d'élus et de techniciens ce matin à Chevry-Cossigny, de tout le bassin versant, pour plancher sur la mise en œuvre du schéma de cohérence écologique régional, puisque c'est le SIAG qui est l'opérateur qui est chargé de la mise en œuvre de ce schéma régional à l'échelle du bassin versant de l'Yerre. Donc il y en a quelques-uns ce soir, d'ailleurs je voulais saluer les élus, mais sachez que ceux qui sont investis sur ces questions, et singulièrement au sein de cette belle maison qu'est le SIAG, le sont tout particulièrement, pas uniquement un soir de conférence, mais tout au long de leur vie d'élu local. Et ça, je peux en attester. Est-ce que tout est parfait? Non. Et je vais peut-être partir faire de l'entonnoir et partir du systémique qu'on vient d'évoquer pour revenir au particulier qui nous concerne et qui concerne le SIAG. Le modèle agricole, comme le modèle urbain,
Modèle agricole, comme le modèle urbain, il faut avoir l'idée qu'on parle de système et que donc un système a pour principe qu'il agrège des composantes. Et donc le modèle agricole, ce n'est pas simplement les agriculteurs. Le modèle agricole, c'est l'agro-industrie, c'est les stratégies de politique agricole qui ont été conduites depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est nous, les consommateurs. Parce qu'il est évident que si demain, on veut de l'agroécologie partout et continuer à se nourrir, même s'il faut que nous soyons sobres, et sans doute changer aussi nos modes d'alimentation, on a vu ce qu'impliquait la production de viande, de consommation de cette eau verte. Ça impliquera vraisemblablement que nous consentions collectivement à payer plus cher ce que nous mangeons, à changer un certain nombre de nos habitudes. Et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est forcément pour ça que ça prend du temps, parce que décréter, nous, SIAGE, qu'il faut changer le modèle agricole à l'échelle du bassin versant de l'Yerres, voilà, en faisant fi du fait qu'en fait ce modèle, il participe d'un système, ça n'existe pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et donc je rebondis sur ce que disait Emmanuel Lucas tout à l'heure, qui connaît bien cette maison. Évidemment qu'il faut d'abord qu'on se parle. Et donc là, je suis parti et qu'on arrive à partager des enjeux. Et ce que disait Charlène à l'instant, c'est-à-dire essayer à chaque fois qu'il y a un acteur qui a envie de faire, vraiment, d'essayer de le pousser, de l'accompagner, de le porter. D'abord de faire intégrer ce principe de la solidarité amont-aval. Et croyez bien que ce n'est pas simple. Hein. L'existence même de l'EPAGE, d'un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux tel que le SIAGE, c'est justement de faire vivre la solidarité amont-aval. Bon, une fois qu'on l'a écrit, dans les statuts du syndicat, je prie de croire qu'il y a encore du boulot. Hein. On est en train de bosser sur une zone d'expansion de crues, à Auzouer-le-Voulgis. On va surinonder des champs, là-bas, pour éviter que, ici, lors des crues de période de retour assez fréquentes, lors de la décennale à la trentenale, on limite considérablement les dégâts dans les secteurs urbanisés. Moi, les agriculteurs, la première fois que je suis allé leur parler, ils disent, vous êtes sympa, vous avez fait n'importe quoi à Laval, vous avez construit n'importe comment, vous avez bâti en zone inondable, et maintenant vous allez inonder nos champs, nous faire perdre du rendement, pour réparer vos conneries. Je peux vous prie de croire que les premiers contacts ont été rugueux. Voilà. Moi, je leur ai répondu que il y avait sans doute une façon frontale d'aborder le sujet, qui était celle qu'on venait de me proposer. Il y en avait une autre, qui était de considérer qu'en fait, on était tous dans un système, nous en étions tous les héritiers, et que l'eau qui inondait les immeubles qui ont été construits chez moi avant que je ne naisse, et pour beaucoup de l'eau qui n'est plus retenue à l'amont parce qu'on a drainé les champs pour améliorer leur productivité. Voilà. Et que donc, en fait, on a partie liée dans cette histoire-là. Et donc, ne serait-ce que faire accepter cette idée-là, et c'est pas encore gagné cette histoire, hein, on va y retourner. Et on fait vivre d'ailleurs, avec le PTB Seine-Grand Lac et avec la métropole du Grand Paris, on fait vivre la grande solidarité amont-aval. Parce qu'au départ, c'était un sujet, la zone d'expansion de crues d'Auzouer-le-Voulgis, c'était un sujet du bassin versant de l'Yerres. Et puis il y a un gars qui est président de la métropole du Grand Paris, qui est aussi président de l'EPTB Seine-Grand Lac, comme quoi le cumul, ça peut avoir parfois ses vertus, hein, qui a décidé d'aligner les politiques publiques de ces deux établissements puissants pour dire, mais attendez, moi l'eau que va retenir le SIAGE à Auzouer-le-Voulgis, alors ça va servir à pas inonder Crosne, Boussy-Saint-Antoine ou Villeneuve-Saint-Georges. Mais en fait, ça va aussi éviter d'inonder le cœur de la métropole. Et donc, on va céder. Mais on commence, on n'en est qu'au début, qu'au balbutiement. Et donc, Patrick Ollier, en l'occurrence, c'est de lui dont je parle, il va venir au mois de mai, on va ensemble aller voir les acteurs, les agriculteurs, les élus des communes concernées, et puis on va dire que le SIAGE et la métropole du Grand Paris et l'établissement public Seine-Grand Lac sont main dans la main pour qu'on avance sur cette ZEC, parce que c'est important. Et parce qu'au-delà d'améliorer la résilience face aux risques d'inondation, ce qui est fondamental au regard du changement qui s'opère sous nos yeux, on va en plus essayer d'améliorer les qualités physico-chimiques de la rivière. On va proposer des solutions fondées sur la nature.
Voilà, mais puisque ça fait système et qu'on est interconnecté, à la fin, il y a des agriculteurs qui vont perdre du rendement quand on va aller sur inondé. Et donc là, on va indemniser. On va indemniser et donc il faut de l'argent. Et on est, si vous voulez, ce que Charlène vous a décrit, je crois, avec beaucoup de talent de pédagogie, et je veux l'en remercier, c'est tout, à la fois le fait que l'eau elle-même appartient à un système, qu'il y a une multitude de solutions à mettre en œuvre pour qu'on améliore ce système, ce petit cycle et ce grand cycle de l'eau, et qu'il associe une multiplicité d'acteurs et une multiplicité de dispositifs. Monsieur parlait tout à l'heure du milieu urbain. Le Parlement de l'eau, la commission locale de l'eau, se réunira dans 15 jours sous la présidence de Guy Geoffroy, qui est son président. Et c'est le SIAGE qui est la structure porteuse de la commission locale de l'eau pour adopter un nouveau règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Yerre. C'est un peu les droits de la rivière. Qui sera extrêmement ambitieux en matière de rétention des eaux de pluie à la parcelle, en matière de préservation des zones humides. Et moi, je m'attends à me prendre une volée de bois vert de toutes celles et tous ceux qui auront des projets de développement qui portent atteinte à des zones humides sur le territoire du bassin versant de l'Yerre, parce que le règlement va être extrêmement exigeant. D'ailleurs, c'est le projet de règlement qui va être arrêté, il va être soumis à enquête publique. Je sais d'ores et déjà que certains envisagent de le contester parce qu'il est très ambitieux, et qui encouragera très très fortement à la désimperméabilisation. Mais là, comme en matière d'agriculture, en matière d'aménagement urbain, on a des décennies d'habitude à changer. Comme, je dois dire, le SIAGE gère aujourd'hui la rivière très différemment de ce qu'il faisait il y a 30 ou 40 ans. On est en train, précisément pour faire la restauration de la continuité écologique, pour améliorer la qualité de l'eau, on est en train, nous, de démonter des barrages qu'on a construits il y a 30 ou 40 ans. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on a fait des conneries. Voilà. Mais parce que c'est ça le progrès aussi. C'est d'admettre qu'à un moment, ce qui paraissait être une bonne solution n'en était pas une. Voilà. Et on se heurte, comme sur le modèle agricole, comme sur l'aménagement urbain, à des résistances. Voilà. Parce que quand on supprime le seuil d'un moulin qui est là depuis 3 siècles, on dit mais ça a toujours été comme ça. Non, en fait, le moulin s'est pas construit tout seul. Il y a eu une intervention de l'homme qui à un moment voilà. Et donc vous avez une multiplicité d'acteurs. Donc c'est un chantier de plusieurs années, de plusieurs décennies même sans doute. On a un modèle économique. Moi, très honnêtement, comme président du SIAGE, je suis assis sur un modèle économique. Alors les finances du syndicat, parce qu'on y est vigilant, sont saines. Mais je suis assis sur une branche de modèle économique qui ne va pas tenir bien longtemps. Puisqu'en fait, il faut qu'on soit sobre en consommation, il faut qu'on réduise la consommation d'eau, il faut qu'on utilise par exemple les eaux de pluie pour tout ce qui ne relève pas de la consommation humaine. Sauf que moi, j'ai que l'eau qui finit dans mes réseaux d'assainissement vienne de la pluie ou du réseau d'eau potable, il faut toujours que je la transporte vers la station d'épuration. Donc j'ai le même linéaire de réseau. Et l'assiette de ma recette pour entretenir et développer ce linéaire de réseau, lutter contre les pollutions, c'est le mètre cube d'eau potable. Donc je n'ai en vrai, comme gestionnaire public, je ne parle pas comme homme engagé, mais comme gestionnaire public, j'ai aucun intérêt à ce que demain vous utilisiez de l'eau de pluie pour vos toilettes. Parce que vous allez me faire perdre de la recette. Et donc on a un modèle, donc SOR à travailler, il y en a d'autres. Hein. Moi je ne cesse d'alerter sur le fait qu'il faut vraiment qu'on invente un nouveau modèle du financement de l'eau en général. Parce que là, on va dans le mur. Je suis d'accord. Mais petit et grand cycle, quoi. Ouais, vraiment, bien sûr. Les deux. Parce qu'aujourd'hui, on finance sur le mètre cube d'eau potable, quoi. Voilà. Et donc, pour conclure définitivement cette fois-ci, je crois que vous l'avez compris, et puis c'est le sens qu'on voulait donner. C'est bien que ce soit nous, élus et techniciens, les excellents techniciens du SIAGE que je veux saluer, qui parlons de ces sujets-là, mais c'est aussi bien d'avoir un regard qui vient de l'extérieur, qui est qualifié, qui ne nous connaît pas forcément, qui est capable aussi d'avoir un regard critique sur ce qu'on fait. Ce dont je peux vous assurer, c'est que la conclusion de Charlène, pour ce qui concerne le SIAGE, est véritable. Il y a un acteur qui est très engagé. C'est une belle boîte, hein, franchement.
Quand on parle de service public, de capacité du service public à anticiper les enjeux, à essayer de les traiter, à apporter des solutions à des problématiques complexes, c'est une très très belle boîte, le siège. Et ce dont je peux vous assurer, c'est qu'il fait jamais assez, mais qu'il est extrêmement mobilisé sur ces sujets-là, et à bien des égards, et j'ai aucun mérite là-dedans, parce que le train avait été lancé par notamment celui qui m'a précédé, Alain Chambard, à bien des égards, le siège, ça a pris du temps, mais il est en avance sur d'autres. Je m'en satisfais pas. Mais je vis vos questionnements exigeants comme un encouragement à essayer autant que faire se peut d'accélérer. Et je crois, il me semble, Monsieur le Président, qu'on a un petit verre d'amitié, non? Il semblerait. Dans le hall, je crois. Dans le hall. On pourra continuer et poursuivre nos échanges. Merci encore.